Le numérique est-il créateur de valeur économique et sociale, dont évidemment, une des questions dont Marc Giget, qu'on remercie et qu'on excuse parce qu'il doit partir, dont évidemment l'une des dimensions fondamentales est la question de l'emploi. Alors, je vais essayer de parler d'une question classique, le progrès et l'emploi. Le numérique est-il un nouveau machinisme? La face sombre de la chose, vous avez une large illustration de ça, la face lumineuse et la question de gérer la créativité, l'intelligence. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est fondamentalement de parvenir à gérer un problème macro qui se décline de façon microéconomique, mais qui est gérer la transformation numérique de l'économie de façon compatible, effectivement, comme l'a montré Marc Giget, avec le progrès de la société. Alors, la question classique, le progrès et les machines, c'est une question ultra classique en économie politique que X a formalisée sur Ricardo et les machines, en montrant que la réponse de Ricardo, qui disait en pleine révolution 1750-1810, qui disait que, évidemment, l'industrie permettait d'abaisser les coûts et surtout ce qui n'était pas l'art, etc., on avait un remplacement vertigineux de l'homme par les machines. Et Ricardo répondait, bottait en touche à des gens qui déjà, non seulement disaient théoriquement tel Malthus, mais pratiquement tel Lude, en organisant carrément des émeutes. Ricardo répondait, de toute façon, pas de problème, puisque pour faire introduire des machines, il faut bien des ouvriers, et donc l'emploi va croître, cependant que, évidemment, les paysans vont perdre le leur. Et or, il y a quand même, comme l'a montré X, un double problème du progrès technique. Un double problème qui est d'une part que ce n'est pas les mêmes emplois, et c'est effectivement ce que vous avez compris tout de suite. Hein. Un paysan, ce n'est pas un emploi d'ouvrier de l'industrie. Et un ouvrier qui fabrique des machines qui construisent des machines, c'est-à-dire des biens d'équipement, ce n'est pas non plus un ouvrier qui fabrique des biens simples de consommation. Mais surtout, c'est le décalage temporel. C'est-à-dire que, grosso modo, les effets ravageurs sur l'emploi sont quasi immédiats. Entre 1790 et 1820, les effets de la dégringolade des grandes crises d'emploi accompagnent des bouleversements révolutionnaires et puis des bagatelles comme le renvoi brutal au chômage de 800 000 Britanniques faiblement qualifiés qui étaient dans l'armée quand l'appareil britannique avait tout mis pour mettre fin à l'épopée napoléonienne. Et d'un seul coup, on a 800 000 personnes pour une Angleterre qui, je vous le rappelle, n'a pas 8 millions d'habitants, qui arrivent sur un marché qui n'est même pas le marché du travail. Et le redressement ne commence que vers 1840. Donc l'ordre, si vous voulez, on est confronté à quoi? 60 ans de décalage entre le début de l'effet ravageur du progrès technique et le moment où la machine se reprend. En ce sens-là, je passe à, si vous voulez, la comparaison avec aujourd'hui. Ça paraît tentant de dire on est exactement dans le même cas. Et je pense que l'intervention de Marc Giget vous l'a documenté d'une façon astronomique. Hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment pointé systématiquement. On est bien dans une innovation de rupture technologique, avec une substitution non plus des muscles par des machines, mais une substitution des opérations d'abord de l'hémisphère gauche cérébral, des opérations logiques, élémentaires, puis même des appréhensions du complexe, ce qu'on appelle le big judgment, c'est-à-dire la compréhension humaine, le comportement humain et cérébral dans des situations complexes. Eh bien, on s'approche tout doucement d'une modélisation de ça et de ses effets. Alors là, pas simplement sur des emplois banals, musculaires ou des emplois de service tertiaires simples, mais on approche effectivement d'une substitution
j'allais dire, de métiers qui étaient liés quand même à ce que Marc Gigé appelait un vrai métier. Et donc, effectivement, ce n'est pas étonnant si ça touche des secteurs qui avaient été très consolidés par un système industriel qui incluait, il ne faut pas l'oublier, qui absorbait quand même énormément de savoir scientifique. Aujourd'hui, la révolution numérique modifie, je pense, considérablement le rôle, y compris du savoir scientifique. Il ne faut pas dire il va y avoir plus de savoir scientifique, donc plus d'ingénieurs. Non, il va y avoir des ingénieurs différents, et notamment les disciplines, j'ai envie de dire, par un raccourci volontaire, leur problème, c'est plus de faire du multidisciplinaire, du pluridisciplinaire, encore moins du monodisciplinaire, c'est de faire du transdisciplinaire. Tous les projets qui ont été mentionnés par Marc Gigé précédemment mettent en jeu tellement de disciplines qu'il y a même ce que les économistes appelleraient un coût de transaction absolument dirimant à résoudre. Comment les gens dans des projets pareils peuvent-ils s'organiser, parler le même langage, converger? Et je dirais c'est une chance pour les sciences humaines et sociales qu'elles récupèrent un petit rôle non négligeable. Si vous voulez, elles ne sont plus les relations publiques et de com des sciences dures, mais elles peuvent intervenir, et pas qu'elles d'ailleurs, puisqu'on a aussi des artistes, des créatifs, dans des projets tout à fait industriels et des projets tout à fait de sciences appartenant aux sciences dures. Si vous voulez, tout ça converge vers un diagnostic que l'on a vu depuis 1975, en fait, si on prend les économistes la longue période. 1975, la crise pétrolière, mais c'est aussi un début de la maladie de langueur de l'emploi. Certains, souvenez-vous, ont suscité le scandale en disant on ne retrouvera pas les niveaux d'emploi qu'on a eus pendant les 30 Glorieuses. On ne les retrouvera pas, quand bien même on aurait des poussées de croissance. Et le problème, c'est que même quand vous renouez à 5% de croissance, eh bien, ce qui est des taux énormes, qui pour l'Europe paraissent hallucinants, que les États-Unis commencent à retrouver, mais le problème, c'est que c'est flat tout de suite, ça retombe tout de suite, et qu'il y a un problème, c'est-à-dire il y a un faible contenu en emploi de la dite croissance et une mauvaise qualité des emplois nouveaux créés avec cette fameuse bipartition qui a été illustrée tout à l'heure et sur laquelle je ne reviens pas, à savoir que vous avez une bipolarisation. Donc terminer la loi de Gauss, la loi de Poisson avec une belle moyenne au milieu, les classes moyennes, comme l'avait indiqué Alain Lipiès dans La Société du Sablier, les classes moyennes, eh bien, au milieu, il n'y a rien. Parce que ça se bipolarise. Ça se bipolarise, et vous avez une illustration frappante. La performance allemande, Dieu sait si on en a entendu parler avec les lois Hartz, etc., mais aussi un plan de recherche assez exceptionnel, notamment dans la chimie, et de comprendre ce qui se passait. N'oubliez pas que l'industrie chimique allemande est la première du monde, la première exportatrice, etc., loin devant même les États-Unis. Le problème est que, si vous regardez comment ça s'est passé, performance allemande dans l'industrie des biens d'équipement, dans la chimie, énorme avancée dans les nanotechnologies, même s'ils n'étaient pas initialement tout à fait en tête des nanotechnologies, et de l'autre côté, explosion, mais véritablement explosion dans le pays rêvé de la social-démocratie et d'un équilibre qui date quasiment, avec la Mietbestimmung, qui date des lois Bismarck. On a l'apparition de gens payés. Vous découvrez que vous êtes dans une société des abattoirs où on paye les Roumains 3,5 € de l'heure. Ce qui fait d'ailleurs que les poulets bretons sont élevés en Bretagne, repartent être abattus à Munich et reviennent en France pour le grand bien de la balance commerciale française. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'effectivement, moi, je retiens de ce que Marc Gigé a dit, et avant même, j'ai découvert ces slides. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'on ne peut pas aller avec une distribution bipolarisée et un écrasement des classes moyennes. On ne peut pas aller vers une société, les Chinois diraient, d'harmonie.
On ne peut pas aller, quand on compromet systématiquement quelque chose qui a mis 60 ans, ce qu'on a appelé le compromis salarial fordien, eh bien, on a des problèmes macroéconomiques, microéconomiques, et puis on finit par avoir des problèmes sur des barricades. N'oubliez pas que la France a une longue tradition dans ce domaine. Donc, il y a vraiment une question. Alors, le numérique est-il un nouveau machinisme ? C'est, semble-t-il, avec les derniers slides que vous avez vus, ce qu'on pourrait dire. Pourtant, il y a de multiples différences fondamentales par rapport à la période qu'X évoque et même par rapport à la cyclicité qui ne me plaît pas trop, qui a été évoquée précédemment, c'est-à-dire depuis Mathusalem, on construit des lois, vous savez, de l'histoire. Je me méfie beaucoup de ça, la théorie des cycles entre les Kitchin, les Jouglar et les Kondratiev. J'ai tendance à regarder les Kondratiev, et les Kondratiev, malheureusement, quand on a un cycle dont l'étendue est quasiment de 70 ans à 90 ans, c'est pas du grosso modo, ça devient du grosso merdo. Hein, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé que vous ne pouvez pas. En effet, regardez les multiples différences par rapport au cas anglais. Alors tout ce que j'ai dit sur le cas anglais ricardien, on n'a pas encore les documentations sur ce qui se passait en Inde à l'époque. Et probablement il s'est passé des tas de choses en Inde, qui est l'autre face de l'Empire britannique, qui peut-être relativiserait ce que je disais sur l'emploi ouvrier, la destruction des paysans, etc., dans la métropole anglaise. Mais aujourd'hui, l'emploi, par exemple, ouvrier, manufacturier, ne recule pas globalement à l'échelle mondiale. Il faut quand même le savoir. La disparition de la classe ouvrière ou de sa réduction, son poids qui cesse d'être très important, eh bien, c'est un phénomène des pays du centre. Mais ce n'est pas du tout un phénomène des pays émergents. L'innovation numérique est beaucoup plus longue et ne faiblit pas. Après tout, hein, l'innovation avec la machine à vapeur et les machines à filer automatiques, enfin, en Angleterre, hein, et même la révolution des chemins de fer et du charbon, c'est vraiment ces 30 ans d'innovation qui sont suivis d'absorption et de diffusion. Mais regardez les phases d'innovation numérique, c'est beaucoup plus. Et c'est une phase extrêmement longue de maturation, mais c'est une phase d'explosion. Mais il n'y a pas que l'ordinateur, il y a la supraconductivité, il y a la fibre optique, donc ça donne la loi de Moore. Mais il y a également les nanotechnologies qui arrivent. Ça, c'est déjà, vous avez un rythme de progrès technique et une amplification qui donne le vertige et qui probablement d'ailleurs est un obstacle à la vieille théorie de la diffusion, à savoir les scientifiques inventent et l'innovation, c'est la digestion lente par la société de ces innovations foudroyantes. Donc après, on devient de l'innovation incrémentale, on se calme. Là, on a l'impression que le rythme ne se calme pas, qu'il s'emballe. Et alors, il s'ajoute autre chose, un autre facteur, c'est qu'elle est concomitante de l'urgence écologique. C'est-à-dire que ceci se produit dans un cadre où, contrairement à la révolution industrielle qui se fiche éperdument de démolir le monde paysan, elle s'en fiche parce qu'elle peut utiliser les ressources rares comme elle veut, elle peut utiliser le carbone, etc., alors qu'aujourd'hui, on a une transition énergétique, la raréfaction des ressources matérielles, qui arrive, par exemple, prenez un objet aussi bête qu'un iPhone, les terres rares qui sont utilisées pour la fonction que vous adorez, tactile, etc., tout ça, c'est la raréfaction de cette ressource, c'est à un horizon d'une dizaine d'années. Hein, on a vu pour l'ensemble des terres rares. Donc, si vous voulez, on a une révolution scientifique, technique, numérique incroyable dans un contexte où l'industrialisation de la chose, la diffusion dans des produits simples rencontre immédiatement des contraintes qui ne sont pas seulement des contraintes scientifiques, qui ne sont pas seulement des contraintes organisationnelles, qui ne sont pas seulement des contraintes de coûts, ça les industriels avaient bien l'habitude de les traiter, mais on rajoute une autre couche qui est la contrainte écologique qui devient très sérieuse. Donc ceci, si vous voulez, c'est pour vous dire qu'on a quand même des problèmes spécifiques à traiter par rapport aux problèmes de la Renaissance, par rapport aux problèmes de la révolution industrielle. En plus, je dirais que le rapport entre secteur productif et société est inversé. C'est-à-dire que si vous regardez soigneusement dans le modèle précédent que vous a présenté Marc Viget,
vous avez la science qui progresse, la diffusion qui se fait dans la société, et, je dirais, à coup de push social, des révolutions, un réformisme très intelligent, vous avez, au fond, comme dans un modèle bourdieusien, l'élite, le haut, qui diffuse lentement, qui pénètre la société et qui fait bénéficier la société des Lumières beaucoup plus que le modèle aristocratique de l'Ancien Régime. Et donc là, ça marche. Et vous avez, au fond, le haut diffuse et le bas ratifie. Il ratifie, mais le haut, le bas, joue un rôle assez mineur. Il joue un rôle de débouché. Il ne joue pas un rôle fondamental dans la conception des produits, dans la conception des choses, parce que les choses se découvrent, si vous voulez, on découvre le chemin de fer précède le succès des chemins de fer et son utilisation, et la société découvre le chemin de fer, pas simplement chez nous la ligne Saint-Étienne ou Paris-Saint-Germain-en-Laye, hein, qui est quand même la première. Oui, voilà, absolument. Mais on ne découvre pas seulement comme ça, mais on oublie aussi le cœur productif qui est qu'à la Havane, à Cuba, le taux de couverture ferroviaire est aussi grand que celui de l'Angleterre parce qu'il s'agit de remplacer à toute vitesse l'effondrement d'Haïti et de fournir le sucre au monde entier. Et là, vous avez une explosion du traitement de la bagasse et du traitement de la canne à sucre. Donc, vous avez des phénomènes extrêmement forts. Mais aujourd'hui, vous avez une revanche de l'aval. Vous avez une revanche de l'aval, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir des produits, là, la démonstration précédente était intéressante, sans que vous commenciez par l'aval. Vous commencez par l'aval, mais vous ne commencez pas par l'aval avec un marketing qui va vous dire « Ah oui, les gens attendent, ils attendent ceci, ils attendent cela ». Parce que ça, le numérique jouait aucun rôle là-dedans. Et les marketeurs, je dirais, c'est la technique statistique qui jouait un grand rôle. Les instituts de sondage et le marketing, c'est la compréhension de la sociologie. Le numérique ne joue pas un rôle fondamental. Mais qu'est-ce qu'introduit le numérique? Il introduit la possibilité du prosumer, c'est-à-dire du consommateur-acteur, des plateformes d'évaluation. Et ceci, si vous voulez, c'est d'un côté ce qu'on va avoir sur le marketing, et de l'autre côté, c'est-à-dire que ceux qui vont commander aux ingénieurs dans l'entreprise des produits, ça va être le secteur totalement aval des commerciaux qui était considéré, passez-moi l'expression, dans un régime fordiste, qui jouissait d'une faible considération, sachant que le département R&D plus le département des méthodes était considéré comme le cœur de métier. Après, on écoulait. On écoulait. Le service après-vente, la maintenance, le marketing, c'était l'écoulement. Or, aujourd'hui, il y a d'une part ce marketing que va permettre le numérique qui est complètement chamboulé, et deuxièmement, vous avez une revanche du global. Du global, ce n'est pas pour rien que la mondialisation en anglais, ça se dit globalisation, et ce n'est pas aussi un hasard si vous voyez apparaître des choses que le marché ne prenait pas en compte d'habitude, c'est-à-dire une attention au hors-marché qui devient très important, comme la confiance, la coopération, le care, des choses comme ça, et des externalités, bref, pour le marché et pour l'économie, et que ça, la prise en compte de ça, eh bien, il y a quelqu'un qui va s'en charger et qui va le rappeler durement aux industriels, qui est le financier, qui fixe les taux d'intérêt. Et c'est lui qui va littéralement coincer l'ingénieur entre le service financier. Et aujourd'hui, le financier dit il faut dégager 15% de ROI, c'est la condition, sinon je ne mets pas un radis. Je ne mets pas un radis. Regardez ce qui vient de se passer au Danemark avec le rachat par Goldman Sachs d'une firme danoise fondamentale sur l'énergie, avec les gens qui se mettent dans la rue. Pourquoi ils sont rachetés? Parce que la firme, pour se développer, a besoin de 2 milliards ou 1,5, je ne sais plus, et que Goldman Sachs leur dit oui, à condition que nous rentrions au conseil d'administration et que nous mettions comme norme le fameux ROI de 15%.
Et tous les gens savent ce que ça veut dire dans l'entreprise. Ça veut dire une délocalisation, ça veut dire des transformations profondes. Donc, entre la finance et entre le marketing, ben, l'ingénieur, s'il n'est pas stratège et s'il ne compte pas là-dessus, passez-moi l'expression, il va devenir un technicien supérieur de surface. Peut-être pas dans l'université, mais dans l'université se trouve aussi coincée. De la même façon, par les bailleurs de fonds, que ce soit l'État ou les fondations, et que ce soit l'exigence sociale, la demande sociale d'éducation. Alors, mais à l'inverse de la révolution industrielle qui ne rencontrait que des résistances à l'établissement de la norme de marché, la révolution numérique contient dans son ADN des obstacles au modèle d'affaires classique. Parce que si vous voulez recueillir, justement, c'est le fameux marketing en temps direct, il faut que vous créiez des plateformes contributives, des plateformes de conception, des plateformes d'usage. Ces plateformes d'usage, il faut que leur accès soit gratuit, sinon vous biaisez. Et si vous voulez, les plateformes d'usage, les plateformes numériques, du cloud ou d'autres, ou les réseaux sociaux, qui sont de véritables plateformes, eh bien, ne peuvent pas être comparés à des clubs réservés avec un coût d'entrée extrêmement élevé en capital. Et donc, évidemment, ceci pose un problème. La raison pour laquelle le modèle, si vous voulez, dans la révolution numérique attaque le modèle d'accès. Dans la révolution industrielle, elle confortait le modèle marchand. Là, il y a une vraie crise sur la définition des droits de propriété intellectuelle, de ce qu'on met dans le marché, de ce qu'on ne met pas dans le marché. Ce n'est pas pour rien du secteur public, ce n'est pas pour rien qu'il y a une crise totale de définition de ce qu'est le public, du rôle de l'intervention publique. Alors, la façon de l'informatisation, je vais aller très vite là parce qu'on a parlé de l'impact sur l'emploi, hein, mais ça veut dire que tout simplement, la fabrication, l'industrie de fabrication, ça part dans la valeur ajoutée dégringole. Et je vais vous dire, on avait un séminaire, là, intersemestriel, avec Alain Mestre du Syndex qui a regardé sur l'Europe. Si vous voulez que j'ajoute au pessimisme dégagé par Marc Giget précédemment, je vais vous faire la liste des secteurs qui, à niveau européen, et pas seulement à niveau français, dans l'industrie pure et dure, sont fichtrement menacés. Eh bien, c'est non seulement l'aluminium, les métaux non ferreux, la sidérurgie, vous avez le cœur industriel, si vous voulez, qui est complètement attaqué. Alors, ça, c'est une chose. Une rationalisation de type industriel sur le vieux tertiaire avec l'émergence du quaternaire. Mais il faut ajouter aussi l'éclatement de la firme et les fuites dans les territoires. C'est-à-dire que le problème des territoires innovants, intelligents, que nous avons vanté, des écosystèmes d'innovation, c'est qu'ils touchent, comme l'a dit Marc Giget, une portion étroite avec une main-d'œuvre qui se globalise. Hein, il faut attirer des gens et il faut retenir des emplois. Il faut retenir les emplois. Or, les combinaisons nouvelles, c'est un problème que, évidemment, auquel PSA, mais tous les grands groupes, mais même les petits sont confrontés. Une partie, du point de vue des coûts, du travail, mais aussi des coûts d'organisation, etc., eh bien, la partie la plus matérielle de l'entreprise fiche le camp. Elle fuit, elle se déterritorialise, elle est sous-traitée. Le cœur matériel d'un avion aujourd'hui, hein, qui est ce qui fabriquait le plus d'emplois, oui, c'est, au fond, ce qui représente le moins dans la valeur ajoutée. Ce n'est pas l'électronique embarquée, qui est le vrai cœur de métier, mais le problème, c'est que si vous construisez des avions Harbin, comme Airbus le projette, les sous-traites à Harbin, eh bien, vous avez une fuite de l'emploi, je dirais, banal, ordinaire, classique, manufacturier. Alors, un taylorisme mental renforcé, l'intrusion, le contrôle du sixième pouvoir exécutif, qui est le numérique, le stress de la sécurité, et ce que Bernard Stiegler appelle la pronétisation ou une nouvelle prolétarisation cognitive intellectuelle. La phase positive, parce que on n'a pas assez insisté, c'est quand même qu'il y a une démocratisation de l'éducation, de la société, de l'activité. L'open knowledge, l'open data, l'open innovation, ça ouvre comme jamais la possibilité d'accès, qu'il peut y avoir des réglages plus fins des politiques publiques, une créativité des plateformes collaboratives, j'en ai parlé,
des nouveaux modèles de marché qui émergent et qui ont construit quand même des grands groupes, mais dans lesquels c'est des modèles ternaires. C'est ça la difficulté. L'usager, le client n'est pas l'utilisateur ou l'usager, mais un tiers. Le modèle Google, Facebook, etc., qui ont quand même réussi à rassembler des sommes, à gagner en profit, comme l'a traduit leur évaluation, leur capitalisation boursière, eh bien, ils ont donné un modèle dans lequel, si vous voulez, c'est le modèle qui a été expliqué, Google, si vous voulez, peut se candider à maintenant la production de la santé, du transport, etc. Henri Verdier, qui était là, dans notre séminaire, nous disait que, par exemple, vous savez que sur recommandation et même directive de Bruxelles, les services publics sont invités à fournir en open data leurs données. En open data, c'est-à-dire en temps réel et complètement ouvert, utilisables, les données sur les heures de transport, les arrivées, etc. dans les gares. Qu'est-ce qui se passe si effectivement on dit formidable, vive l'open data, allons-y? Henri Verdier a reçu un coup de fil de la SNCF, dont le poids n'est pas tout à fait négligeable en emploi et en beaucoup de choses. Et la SNCF lui a expliqué, si on fait ça, en 6 mois, Google s'impose comme premier portail de billetterie de la SNCF. Ce qui veut dire que plus personne, et c'est le coup qu'il avait déjà fait l'économie des portails en numérique, ce qui veut dire que une partie des modèles d'affaires de la SNCF qui peinent à gagner, même sur des lignes comme le TGV, qui est tout juste au bord de la rentabilité, une partie des marges, c'est quoi? C'est les partenariats avec Hertz, avec les hôtels, avec ça, Google, si les gens ne passent plus sur le portail, comme dans le numérique au Web 2.0, les gens ne passent plus directement par le portail, si vous voulez, de recherche des journaux, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Google qui ramasse les marges. Et donc, on a un problème. Donc, ce sont des questions qu'on ne peut pas laisser tomber. Donc, véritablement, c'est là que je vais m'arrêter. Si vous voulez, la question est le tuning des politiques publiques, le niveau de réglage et d'ouverture, c'est des questions de droit de propriété intellectuelle, mais aussi de droit de suite. C'est la question, et j'en terminerai par là, sur l'évaluation de ce qui est productif dans la société. Le concept d'emploi, si on s'enferme entre croissance et emploi, on n'en sort pas. Parce qu'on s'aperçoit que c'est l'extérieur de l'entreprise, c'est dans l'extérieur de l'usine au sens strict du terme, c'est dans l'extérieur de l'emploi salarié ou du libéral classique que se forge une grande partie des réponses possibles, sociétales, mais aussi économiques, et les nouvelles possibilités de boucler. Mais ça suppose probablement qu'on fasse une révolution institutionnelle sur notre système de redistribution et de construction d'un mode d'activité ou de reconnaissance des activités qui se substitue partiellement au concept d'emploi salarié sur lequel nous sommes actuellement et qui actuellement est en pleine crise. Je vous remercie.